et bienvenue à toutes et à tous, Olympiennes et Olympiens. J'espère que vous allez tous très bien ce matin de 1er février 2024. Ça y est, le mois de janvier est terminé et maintenant on va passer sur quoi? Sur la fin du mercato, bien sûr. C'est la dernière journée. Allez, c'est le dernier jour jusqu'à 23h59. Le mercato dure encore aujourd'hui. On va en parler bien sûr tout le long de cette vidéo. Il y aura aussi autre chose qu'on va parler, c'est jour de maillot aujourd'hui. Surprise pour ceux qui veulent. Donc gagner un maillot, bien sûr, il y aura un maillot à gagner. Alors peut-être celui-là, peut-être un autre. Le 22 février, pardon, excusez-moi, janvier c'est terminé. 22 février sur la chaîne Twitch. Voilà, vous pouvez jouer en jouant parfois sur les jeux que je mets sur les vidéos. Et pourquoi pas en étant abonné à la chaîne YouTube et Twitch. Les amis, je vous montre le maillot vite fait, comment il est à peu près. Voilà, à peu près comment il est directement. C'est pas des maillots officiels, hein, c'est des maillots imitation, on va dire. Mais cela dit, franchement, c'est de la bonne qualité. Au moins tissu, c'est de la bonne qualité. Je vous conseille, voilà, donc je vais être sympa, je vais être franc avec vous. Je vous conseille de ne pas trop floquer vos maillots. Voilà, ou si vous voulez floquer vraiment, ça risque de ne pas tenir, hein. Moi, je vous le dis, sur tous les sites comme ça, c'est à peu près la même chose. Donc, vous voyez que franchement, point de vue forme, il est plutôt, il tient bien au corps. Si vous voulez voir comment ça tient bien au corps, regardez sur mes anciennes vidéos. Voilà, donc c'est un maillot neuf. Je vais le remettre dans l'emballage. Je l'offrirai à quelqu'un peut-être gratuitement comme ça. Voilà. Les amis, si vous voulez voir comment ça fonctionne pour aller sur le site r2foot.com, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous montrerai comment vous pouvez avoir une réduction de 10% avec le code SHF. Vous aurez dans la description aussi une explication en vidéo et vous aurez aussi le lien pour aller sur le site. Merci à toutes et à tous les amis. On va maintenant sur ce qui nous intéresse avant tout, c'est l'Olympique de Marseille et on y va, c'est l'introduction. Et on va sur quoi? Sur l'anniversaire d'une légende. Alors pour moi, oui, il fait partie des légendes. Il a remporté la Ligue des Champions, même s'il n'a pas participé à la phase de poule et au match élimination directe et à la finale surtout contre l'AC Milan. Donc Manuel Amoros, qui a gagné donc la Ligue des Champions puisqu'il a joué 3 matchs, je crois, ou 4 matchs, je sais plus je ne sais plus combien il joue de match. N'hésitez pas à me dire ceux qui se souviennent de cette période-là. Donc Manuel Amoros, bon, on s'en souvient aussi sur son penalty, bien sûr, loupé en finale 91, si je ne me trompe pas. Oui, donc il a 62 ans aujourd'hui. Je lui souhaite un joyeux anniversaire à toi, Manu, si tu me regardes. Mais n'hésite pas, mon petit Manu, à me le dire dans les commentaires. Voilà, donc on a d'autres anniversaires. On va voir ça tout de suite dans l'éphéméride du jour, juste derrière. Allez, l'éphéméride du jour, on a Christopher Roquia, Laurent Abergel, donc 2 personnes qui sont formées à l'OM en plus, Manuel Amoros, Roger Jerry et, j'arrive pas à lire, Hubert, c'est pas un M, c'est un H, Hubert Guéniche. Je n'ai pas connu Hubert Guéniche, je n'ai pas connu Roger Jerry, mais j'ai connu Laurent Abergel qui joue du côté de Lorient et Christopher Roquia qui joue du côté de... Allez, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. On continue avec quoi maintenant? On va directement sur le... Sur le quoi? Sur le mercato. Et oui, je vous l'ai promis, ça va être un gros mercato aujourd'hui. Avec pour commencer l'annonce officielle, elle est tombée hier, je vous l'ai mis sur mon onglet communauté de la chaîne YouTube. Officiel, Malinovski n'est plus olympien. Voilà, il n'est plus aux Olympiens, il n'est plus prêté, c'est fini. Il a été acheté du côté de Genoa. Ruslan Malinovski, donc l'Ukrainien, s'engage définitivement au Genoa. Le montant du transfert est estimé entre 7 et 10,5 millions d'euros. Pas de jaloux. Alors pourquoi j'ai mis 7 à 10 millions d'euros et demi? C'est parce que finalement, quand on y regarde bien, du côté italien, on parle de 7. Du côté français, de certains médias, dont aussi l'Olympique de Marseille directement, ils nous sortent des chiffres de 10 millions et demi. Donc pour rester large, je mets une fourchette comme ça. Pour ceux qui ne comprennent pas, n'est-ce pas, ceux qui m'envoient des messages sous cette publication, eh ben, il faut ouvrir votre cerveau et regarder mes vidéos. Voilà, comme ça, vous aurez l'explication. Allez, je continue, on passe à autre chose. Bonne continuation à Malinovski. Et tiens, n'hésitez pas à me dire, qu'est-ce que vous vous souvenez de lui? De quoi vous vous souvenez de Malinovski, de son passage à l'OM? Moi, je pense aussi au petit match contre les Puputes. Allez, on enchaîne avec un joueur qui ne viendra pas du côté de l'Olympique de Marseille. On avait parlé de Reina et ça me plaît qu'il ne vienne pas. J'en ai parlé hier, ça me plaît qu'il signe du côté de Nottingham Forest. En plus de cela, regardez ce qu'il y a marqué en bas, c'est Fabrizio Romano qui nous le relaie. Il a marqué qu'il a prolongé avant de partir du côté de Dortmund jusqu'en 2026.
Nice. C'est un prêt sans option d'achat. Donc, il va revenir du côté de l'Allemagne. Voilà, on aurait peut-être fait la même chose. Mais moi, vu la mentalité que j'avais vue dans le passé, surtout en Coupe du Monde, ça me dérangeait. Voilà, donc surtout qu'on parlait du mental dans la dernière conférence de presse, n'est-ce pas Pablo? On va en parler après pour Klose. Et ben voilà, donc un joueur qui va du côté de l'Angleterre et tant pis pour eux, pour nous et pour eux, on s'en fout. Un autre joueur qui va dans un autre club, pardon, c'est l'Olympique de Marseille qui le perd, c'est plutôt le FC Lyon qui le récupère, plutôt j'allais dire une connerie. Et c'est Saïd Benrahma, donc l'Algérien, qui devrait normalement signer et s'engager du côté de Lyon. Et peut-être qu'il jouera contre nous. Non, normalement il ne devrait pas jouer contre nous. Si je ne me trompe pas, parce qu'il y a un laps de temps pour l'enregistrer, je ne pense pas qu'il sera là dimanche, à moins que je me trompe. On continue avec le Mercato et on va tout de suite sur ce qui nous intéresse avant tout. Un joueur qui est parti hier, c'est Vitinha. Donc, c'est pratiquement officiel à 100%. On va dire que c'est 99,999,999,10, pourquoi pas, du départ de Vitinha. Aujourd'hui, marque un nouveau chapitre dans ma vie, nous dit Vitinha, c'est sur son compte Twitter. J'emmène avec moi l'apprentissage, l'expérience et les souvenirs de mon temps passé à Marseille. Je suis reconnaissant du soutien reçu par les clubs et les supporters. Merci Marseille, à plus tard, allez l'OM. Alors il nous dit à plus tard, pourquoi? Parce qu'en fait c'est un prêt. C'est un prêt avec option d'achat de 95 millions, j'allais dire, de 25 millions d'euros, mais pas obligatoire. Attention, il y a un nouvel addenda, un nouveau rajout au dossier que vous ne savez pas, ça vient de tomber ce matin. Voilà, je l'ai vu de Fabrizio Romano, je vais vous le montrer et ça concerne, pourquoi pas, ces 25 millions. Regardez bien ce que je vais vous dire. Alors, vous voyez que Vitinha a passé sa visite médicale, selon Fabrizio Romano, je vous traduis le truc. Il nous dit Vitinha a signé le contrat en tant que nouveau joueur du Genoa prêté par l'OM. Donc normalement, Fabrizio Romano le dit, c'est du 100%. L'opération comprend une clause d'option d'achat de 25 millions d'euros non obligatoire. Alors, pour l'instant, ce n'est pas affiché par le club marseillais, donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas encore officiel. Moi, tant que c'est l'OM qui ne l'affiche pas, pour moi, ce n'est pas officiel. Que ce soit n'importe quel insider ou compte Twittos ou Fabrizio Romano, je m'en fous. Je ne considère que mon club. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, derrière, ce que je vous ai dit pour l'addenda, regardez bien. Je vous le montre. Regardez bien ce qu'il dit Sebastien Foot en haut. Il marque d'abord en anglais pour parler aux Italiens. Finalement, j'aurais dû mettre en italien. Hey, Genoa, sell it and invest everything on Vitinha. Ça veut dire, hey, Genoa, vendez-le, le joueur qui doit vendre là, et investissez tout sur Vitinha. Pourquoi pas une rentrée d'argent pour le Genoa à investir sur Vitinha en fin de saison? Alors pourquoi ça, je dis ça? Regardez ce que nous met Fabrizio Romano. Je vous ouvre le lien. Hop, je vous traduis ça en français. La dernière proposition de la Fiorentina pour Albert Gudmundsson, c'est un attaquant, donc ce qui concerne Vitinha, était d'environ 22 millions d'euros rejetés par le Genoa hier. Genoa n'examinera que les propositions à partir de 25 millions d'euros en fonction des conditions de paiement, de la structure de la transaction et plus encore car le prix demandé initial est de 30 millions d'euros. Place à la Fiorentina maintenant. Donc pourquoi pas un achat de Gudmundsson par la Fiorentina au Genoa d'investir 25 millions d'euros environ, peut-être. Et ces 25 millions d'euros, pourquoi pas que le Genoa le garderait jusqu'à la fin de saison pour nous le donner à l'OM. Alors, c'est toute une fiction, c'est tout un scénario, mais on peut l'imaginer. On peut l'imaginer, surtout que c'est un remplaçant qui arrive. Donc, c'est Vitinha qui est remplaçant de Gudmundsson. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? N'hésitez pas à réagir. Peut-être qu'on va voir le bout du tunnel avec Vitinha. S'il réussit au Genoa, je lui souhaite toute la réussite qu'il veut et tant mieux pour lui s'il réussit. Bonne chance à toi Vitinha, mais bon, s'il revient à l'OM et qu'il n'arrive pas non plus, on se retrouvera encore avec un joueur dégueulasse comme d'habitude. Allez, on continue maintenant, on va sur un autre sujet les amis, on next pour Vitinha. N'hésitez pas à réagir, on part sur le dossier le plus chaud peut-être de la journée, c'est celui de Klose. Alors BOM qui nous relaye, Jonathan Klose, c'est Kedah. Le joueur a mal pris que le club l'accuse publiquement de s'économiser contre Monaco et d'autres matchs. Il n'y a pas que Monaco, il y a Rennes, Nice, je crois, un truc comme ça. Non, pas Nice. Non, je ne sais plus quel match, on s'en fout. Cela dit, il continue. Jonathan a passé des examens qui ont révélé un traumatisme très léger à son genou. Le club estime qu'il aurait pu tenir sa place sur le terrain, mais que Klose a préféré prendre ses précautions. Tout de suite, le joueur n'a pas l'intention de partir et c'est que ses prochains matchs, il sait que ses prochains matchs seront scrutés de près, selon RMC Sport. Donc il n'a pas apprécié que ça soit ressorti de la presse et il n'a pas l'intention de partir.
on va voir la suite. On va voir la suite parce que c'est pas terminé. Sur Jonathan Klaus, alors moi j'ai une idée sur cela. Je vais vous donner mon avis sur cela. Il n'y a peut-être pas que le domaine de qui s'économise pour l'euro. Il y a aussi un autre domaine, peut-être que c'est en lien. Pourquoi le club veut le mettre en vente. Je vais vous expliquer. Alors, Jonathan Klaus n'a pas l'intention de bouger cet hiver. Selon l'équipe, le latéral marseillais rêve de l'Euro et c'est avec l'OM qu'il estime avoir le plus de chances d'y arriver. C'est vrai que quand on y pense bien, Jonathan Klaus, s'il y part maintenant à 5 mois de l'Euro, ça serait difficile de s'imposer dans un autre club, que ce soit étranger ou français ou ne sais pas quoi. Je le comprends qu'il ne veuille pas partir de l'OM. Je le comprends qu'il veuille rester à l'OM. Il s'est imposé et il fait partie des meilleurs joueurs quand il est en forme. Donc, je le comprends. Voilà. Et derrière, je vous montre 2-3 choses qui concernent ce que je pense là dans la tête. Alors, pourquoi je vous montre cela, les amis? Pourquoi je vous montre l'affiche? Regardez bien en jaune là. C'est son année de contrat. Ça se termine dans 1 an et demi. N'oubliez pas ce qu'il avait dit, Pablo Longoria. 2 ans de contrat. Il ne veut pas de joueurs qui ont moins de 2 ans de contrat dans l'effectif. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas encore proposé une prolongation de contrat qu'il a refusée? On ne sait pas encore le retour. Jonathan Klaus, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il n'y a pas une idée comme ça qu'on pourrait se dire, comme, bon, Pape Gueye, lui, il arrive à la fin, mais comme d'autres joueurs qui ont été poussés sur la sortie, comme Bamba Dieng, comme Bakambu, et j'en passe, et j'en passe. Est-ce que Klaus, ça ne serait pas la même chose? Est-ce qu'il ne serait pas poussé vers la sortie gentiment, en prétextant, pourquoi pas, qu'il s'économise pour l'Euro? Alors, je ne dis pas que c'est pas vrai, c'est cette histoire-là qui prend soin de lui et qui attend d'aller voir l'Euro plutôt que l'OM. Je ne dis pas que c'est faux. Par contre, on peut le penser aussi que ça peut être en lien avec une prolongation de contrat. Je vais vous montrer aussi pourquoi. Déjà, bon, il n'a pas la même agence que Longoria. N'oubliez pas, par le passé, Bamba Dieng, on voulait le faire forcément signer du côté de la CAA base, c'est l'agence de Longoria. Juin 2025, et je vais vous montrer qu'il y a d'autres joueurs qui sont concernés. Et regardez combien de joueurs, normalement, on pourrait avoir des problèmes à l'avenir. Donc on a Simon Ngapartonbu, on le sait, il est en fin de contrat 2024. On a Chancel Mbemba. Et n'oubliez pas Chancel Mbemba l'année dernière, ce qu'il avait dit. N'oubliez pas, quand il avait l'Arabie Saoudite soi-disant qui était sur lui, il avait dit, je respecte la direction. Il n'y a que Dieu qui, je ne sais plus ce qu'il avait dit exactement, Chancel. Donc aussi, il y avait un petit doute sur Chancel Mbemba. Est-ce qu'il n'avait pas été aussi mis un petit peu sur le pied du mur, je crois qu'on dit, concernant une prolongation de contrat qui avait été refusée ou pas? Je ne sais pas en tout cas. Samuel Gigot, il faudra aussi discuter dans pas longtemps, 2025. Et Longoria, Pablo, il faut se réveiller. Tu avais dit qu'aucun joueur devait être dans les 2 dernières années. Donc ça en fait 1, 2, 3. Bon, là je ne le compte pas, c'est Boemo Meïté, il a été prêté, il va être acheté normalement en fin de saison. 4, 5, regardez, Pape Gueye qui concerne, Jonathan Klaus, 5, 6 Vertou, 7 Nadir, même s'il est jeune, et 8 pour Luis Enrique. Ça fait quand même 8 dans l'effectif, ça fait un tiers de l'effectif pratiquement, qui ne sont pas dans ton règlement que tu avais sorti. Après, il y a les autres joueurs comme Onana, bon, il est sur le départ peut-être en fin de saison, je ne sais pas si on va le garder. Correa, on verra selon les options qui seront levées ou pas. Et Boemo Meïté, comme je vous l'ai dit. Donc ça fait quand même 11 joueurs, dont 8 qu'on peut citer. N'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas dans le domaine d'une prolongation qui a été refusée? Parce qu'on peut penser aussi qu'il s'est économisé pour l'Euro, comme je dis. Franchement, c'est peut-être vrai. Mais il y a ce petit point-là qui me dérange un petit peu. Voilà, au dernier moment, comment ça se fait que au dernier moment, ça se passe au dernier moment? Est-ce qu'on n'aurait pas dû le mettre avant? Donc sur la liste des transferts, je parle de Jonathan Klaus. C'est quoi? Il n'aurait pas dû le mettre avant pour essayer d'aller sur des autres pistes qu'on va aller voir derrière. D'ailleurs, on y va tout de suite, les amis. Voilà, on y va. On reste sur le dossier Klaus, mais on parle peut-être des futurs joueurs. Alors, pour ce joueur, c'est terminé. Assignon, j'en ai parlé hier, il me semble. Allez hop, le 3e latéral droit de Rennes file en Turquie. Ça me rassure un petit peu. Franchement, si on commence à ramasser, à faire les fonds de poubelle des autres clubs, je suis désolé, je ne vais pas dire que c'est un joueur dégueulasse, mais pour ma part, il n'a jamais été en espoir. C'est un joueur peut-être qui a un potentiel, mais pour moi, il ne m'a pas sauté aux yeux quand je l'ai vu contre nous. Je vais vous dire, j'ai plus vu de choses de l'autre qui a mis le coup de l'arc-en-ciel à notre joueur, comment il s'appelle, Doué. Voilà, j'ai plus vu de qualité à ce joueur-là qu'à Signon quand il jouait contre nous. Voilà, personnellement. Donc bon courage à lui, il va du côté de Galatasaray normalement. J'ai pas suivi l'actualité de ce joueur-là, mais on s'en fout. Voilà, du continuité du mercato. Allez, je continue sur un autre dossier, on en a parlé peut-être hier, c'est Zeki Çelik. Donc le Turc, Marseille est très proche de signer le Turc en prêt avec option d'achat selon Di Marzio, donc en Italie. C'était hier, dans le début de soirée, et derrière ça continuait avec BOM qui nous relaie encore, Nico Chira qui nous dit Zeki Çelik est à un pas de l'OM. Cela dit,
il y a un problème, c'est le côté salaire. N'oubliez pas, on est encadré de la masse salariale. Donc, tant qu'il n'y a pas un départ de l'effectif, je ne pense pas qu'il y aura d'arrivée. D'ailleurs, ça, c'est mon idée. À mon avis, s'il n'y a pas de départ, je ne vois pas d'arrivée dans la journée. Mais on peut être surpris. Hein. On peut être surpris. Attention, il y a déjà un départ qui a été fait, c'est celui de Vitinha. Il y en a un autre qui a été fait, qui a été réalisé encore. On va en parler juste après. Allez, maintenant, je vous montre autre chose. C'est la comparaison entre Zeki Çelik et Jonathan Klaus. Parce qu'il faut voir le niveau aussi au bout d'un moment. Moi, je vous en ai parlé hier, je sais plus, mais pour moi, ça me hype pas trop. En fait, Zeki Çelik, pardon, ça me hype pas trop. Alors, on va voir dans quel domaine ça me hype pas trop. C'est le côté offensif. Alors, si on reste dans un jeu en 3-5-2 avec des pistons qui doivent être dans un rôle plus offensif, ça me dérangerait d'avoir plutôt un Çelik plutôt qu'un Klaus. Voilà, donc vous voyez les stats. Vous voyez Klaus, il est en bleu, en rose et Çelik en vert. Alors, pourquoi j'ai mis deux Klaus? Parce que j'ai mis le Klaus de cette année, c'est celui en bleu. Et j'ai mis le Klaus de l'année dernière, celui en rose. Alors pourquoi j'ai mis celui de l'année dernière? Vous allez me dire, mais c'est bête ou quoi? C'est parce que regardez celui-là en rose, il a le cross. Alors le cross, si je ne me trompe pas, la traduction littérale en anglais, c'est croix. Mais dans les datas, est-ce que c'est pas la course? Je me demande, je sais pas, n'hésitez pas à me répondre parce que je ne suis pas sûr. Mais si c'est la course, ça voudrait dire que l'année dernière, Jonathan Klaus faisait beaucoup plus de courses que cette année. Et ça peut correspondre au problème qu'on a là actuellement. Est-ce qu'il ne s'économise pas pour l'euro? Regardez dans le bleu. Dans le bleu, c'est cette année. Et on voit que le cross, il a moins de pourcentage. Vous avez les chiffres en haut, c'est 18%. Voilà, vous le voyez en haut là. Je mets le truc ici. Regardez, hop. 18% cette année pour Klaus et 60% pour l'année dernière. Comparé à Zeki Çelik de l'année dernière, regardez, c'est 67%. Donc, il fait beaucoup d'efforts si on prend en compte que c'est les courses. Derrière, on peut regarder le côté offensif largement devant Jonathan Klaus. Regardez, on a 82 d'expected goals cette année. L'année dernière, c'était 96%. Donc après, on a les autres pourcentages. Vous voyez, 95 de progression de passes, c'est-à-dire les passes vers l'avant, il va tout le temps vers l'avant. Par rapport à un Çelik, c'est supérieur. Et Çelik, c'est celui de l'année dernière, hein, parce que cette année, il n'a pas fait beaucoup de matchs. J'ai pris les stats de l'année dernière. Vous avez aussi le côté défensif. Et là, par contre, on a une différence. Et on a un Zeki Çelik qui est meilleur dans le duel défensif. Regardez, défensivement, je pense que c'est plus un défenseur latéral dans une défense à 4. Voilà, peut-être que ça peut être bon si on recrute bien sûr Çelik dans la défense à 4 avec le 4-3-3 que veut peut-être remettre en place Gattuso à un certain moment du match ou pendant un match en entier ou je sais pas, moi à la mi-temps on pourrait changer, de passer de 3-5-2 en passant à 4-3-3. Ça peut se faire. Et avoir un joueur comme ça, comme Çelik, ça pourrait se faire. Mais cela dit, il faudra un départ de Klaus. Ça, à mon avis, Klaus peut-être restera comme on l'a vu avec l'équipe. Donc après, vous avez le jeu aérien. Il est meilleur Çelik de la tête. Il est très bon de la tête. C'est un grand gabarit quand même par rapport à Klaus qui est moins physique. Progression carry, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, il est supérieur à Klaus. Je pense que ça doit être dans le domaine de l'offensif. Voilà les amis. Donc voilà les amis pour les stats. N'hésitez pas à réagir sur les stats. Allez, maintenant on continue sur les salaires. Allez, sur les salaires, je voulais vous montrer la différence entre Çelik et Klaus. Alors, Zeki Çelik touche 49 000 euros par semaine. Donc, on va arrondir à 50 000 euros par semaine et Klaus 63 000. Voilà, donc il touche plus Klaus. Et s'il y a un départ de Klaus, on pourrait recruter Çelik sans problème. Voilà, point de vue, salaire. Après le transfert, je ne sais pas, près d'option d'achat ou quoi. Vu qu'on a vu avec les médias italiens qui en parlaient que c'était un prêt d'option d'achat, je pense que ça pourrait se faire largement. Même s'il ne part pas Klaus, hein. S'il y a un souci sur Murillo, parce que Murillo, il est sorti dernièrement sur blessure. Est-ce que Murillo n'aurait pas un problème plus grave qu'on ne l'entend? Parce que pour l'instant, il n'est pas revenu encore. Il ne me semble pas qu'il soit revenu, Murillo. N'hésitez pas à me dire, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que c'est vrai que personne n'en parle de ça. Mais Murillo, est-ce qu'il ne serait pas blessé gravement? On ne sait pas, il n'y a pas de retour sur la blessure. Des fois, ça reste en interne, hein, ces informations-là. Allez, je continue. On part sur autre chose et on finit sur Klaus. Voilà, donc c'est la une de l'équipe aujourd'hui. Une drôle d'affaire pour Klaus. La une de l'équipe, dernière journée de mercato d'hiver, c'est Seb qui vous le relaie. Ce fut pesant par moment. Je n'ai qu'une seule hâte, que l'on passe au ballon, simplement le ballon sur le terrain. Ça c'est moi je veux qu'on repasse au sportif. J'en ai marre de ce mercato. J'en ai marre de voir des pseudo-journaleux, des pseudo-journalistes, des pseudo-comptes tweetos, des pseudo-informateurs qui, avec leurs avis personnels, des fois, ils vont te sortir une information. C'est comme si que moi, je vous sors des informations par rapport à mes idées que j'ai et ça sort un petit peu comme information, comme si c'était une vraie information. Non, parfois, c'est juste des idées qui sont transformées en informations et ça me débecte qu'on joue avec un petit peu le club marseillais, qu'on profite, parce que c'est du profit hein, que certains font. Allez, je continue. Réagis. Voilà, Juninho, ça c'est
Joe Kloss, je veux qu'il réagisse. Je lui parle à lui directement. Réagis comme il faut et prouve-nous maintenant. Prouve-nous maintenant quoi? Prouve-nous maintenant que c'est un bon joueur, un très bon joueur et qu'il a la capacité de réagir dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il montre tout à l'OM et qu'il aille en Coupe d'Europe, je veux dire. Oui, en Euro avec l'équipe de France pour la récompense. Let's go, l'OM, je t'aime. Voilà, c'était un petit message de paix voilà, pour cette fin de mercato, pour Jonathan Kloss, pour qu'on arrête un petit peu, parce que j'ai vu que beaucoup de critiques vraiment insultantes envers Kloss. Au bout d'un moment, on ne sait pas tout ce qui se passe en interne. Voilà, comme je vous le dis, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout, les amis. Et d'ailleurs, ça a été relayé hier, hein, n'oubliez pas, RMC il a dit. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui se cachent aussi. Il n'y a pas que Jonathan Kloss. Alors, il faut arrêter de viser que Kloss. C'est pas parce qu'il sort en boîte ici et là. N'oubliez pas, dans le passé, en 2009-2010, il y avait un joueur qui sortait beaucoup en boîte, Souleymane Diawara. Et ben, c'est pas parce qu'il sortait en boîte qu'il n'était pas bon sur le terrain. Voilà, s'il est bon sur le terrain, qu'il sort en boîte, qui se fait même troncher par des mecs, je m'en fous. Je m'en fous complètement, moi, de sa vie privée. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Allez, je continue. La petite gueulante pour Jonathan Kloss. Allez, selon Mohamed Toubachter, confirmé par Foot Mercato et l'équipe, François-Régis Mug va être prêté jusqu'à la fin de saison à Dunkerque en prêt sans option d'achat, je crois. C'est un prêt sans option d'achat, j'ai oublié de le mettre et en plus, j'ai pas la place. Je suis pas un compte certifié sur Twitter, donc j'ai pas la place de le mettre. Le temps de jeu qui pourrait lui être proposé là-bas a fait la différence avec les autres clubs. Je parlais de Caen hier, je parlais de Saint-Etienne, et ben malheureusement, malheureusement pour certains qui voulaient Saint-Etienne ou moi Caen, et ben ça sera Dunkerque. Après, en y réfléchissant bien, c'est vrai que Caen, peut-être qu'il lui aurait pas donné du temps de jeu. Peut-être que l'AS Saint-Etienne ne lui aurait pas donné du temps de jeu non plus. Donc c'est vrai que d'aller du côté de Dunkerque, qui est 16, 17e ou 18e de Ligue 2, peut-être qu'il aura beaucoup de temps de jeu jusqu'à la fin de saison pour s'aguerrir au monde pro. C'est peut-être une bonne chose pour lui. Je souhaite bonne chance à François. Reviens-nous plus fort. N'hésitez pas à souhaiter bonne chance à François. Régis. Allez, on continue maintenant avec un autre joueur. Et là, par contre, c'est un petit peu le domaine de l'énervement pour moi, pour vous, pour tout le monde. Selon l'équipe en interne, certains pensent que Pape Gueye a déjà trouvé son futur club pour la saison prochaine. Ça sent la mise à l'écart du Sénégalais jusqu'à la fin de saison. C'est moi qui le pense et c'est vous qui le pensez aussi, à mon avis. À mon avis, si c'est vrai, s'il ne veut pas prolonger, il sera écarté. S'il veut rester jusqu'à la juin, il ne jouera plus. Tu ne joueras plus, Pape. Donc si tu m'écoutes, si tu me regardes, Pape, choisis bien. Choisis bien, c'est maintenant, c'est ton choix, c'est aujourd'hui. Allez, tu choisis, tu prolonges. Allez, c'est pas grave, on t'en voudra pas. Tu reviendras plus fort sur le terrain. Et après, tu seras encensé par les Marseillais. Il y aura une semaine ou deux où ça sera difficile. Tu vas être fustigé, insulté par des crétinos. Mais moi, je serai derrière toi. Si tu prolonges, je serai derrière toi, tu vois. J'oublie. J'oublie ça et on pourra prétexter autre chose. Peut-être que c'est ton entourage qui t'a poussé à ne pas prolonger, à avoir un plus gros salaire. Peut-être, hein. Parce que c'est peut-être pas sûr que ça soit toi. Hein. Moi, je suis pas sûr que ça soit Pape Gueye directement, les amis. Je pense plutôt à l'entourage. N'oubliez pas, dans le football, l'entourage autour des joueurs, parfois, c'est la gangrène. Hein. C'est la gangrène dans le football. Allez, je continue. Je continue avec Pape Gueye encore et on continue selon la Provence. L'OM souhaite récupérer quelques 3 millions d'euros en vendant Pape Gueye. Donc là, on se dirige tout droit vers un départ. Hein. Ça ne ressemble pas à une prolongation. Cependant, le Sénégalais aurait tout intérêt à attendre l'issue de son contrat, comme on vient de le voir avant, afin de s'engager libre là où il le souhaite. Peut-être a-t-il déjà choisi sa future destination. C'est la même chose que j'ai dit avant. Donc là, je ne sais pas quoi penser, mais je ne pense pas qu'il y aura de prolongation, c'est terminé. Je ne pense pas qu'il y aura de prolongation, c'est terminé. Et d'ailleurs, on a une information. Merci à Fabien qui nous l'a relayé. Je vous ai mis un Cadiz 18e parce que le club de Liga Cadiz est intéressé par Pape Gueye pour le recruter. Ils sont sur un autre joueur, mais pour l'instant, ça ne se fait pas sur l'autre joueur. Donc, ils vont se changer leur programme et se positionner sur Pape Gueye. Voilà, donc est-ce que ça sera un bon choix pour lui? Je ne pense pas, à mon avis, d'aller dans un club qui va descendre tout droit en Liga, je ne sais pas comment on l'appelle, la Liga B, Liga 2, Liga... donnez-moi le nom, je l'ai sur le bout de la langue, mais je ne sais plus. Je ne pense pas qu'il ira là-bas. Je pense pas qu'il ira là-bas, mais c'est juste qu'il y a un intérêt de Cadiz. Pour l'instant, il n'y a pas de proposition sur la table pour l'OM, mais s'il y a 3 millions de la part de Cadiz, l'OM dira pas non. L'OM ne dira pas non. Après, c'est à Pape Gueye de voir s'il veut jouer avant la fin de saison. Allez, je continue. Je continue avec la fin de ce mercato, pourquoi pas. Il y aura un truc derrière? Ah oui, il y aura un truc derrière. Le mercato marseillais n'est pas encore terminé selon la Minto-M. Pour Jonathan Kloss, le club lui cherche toujours activement une porte de sortie. Il sera remplacé dans la foulée en cas de départ. Donc, vous voyez, il y a déjà Zeki Çelik. J'ai du mal à le dire, c'est pour ça que je bafouille depuis tout à l'heure. Zeki Çelik
Je le dis bien là. Je le dis pas à la turque, mais bon, c'est pas grave. Zeki Çelik serait normalement, logiquement, le remplaçant, à moins qu'il y ait une autre piste qu'on n'a pas entendue. Voilà, donc si Klose part. Mais à mon avis, vu que Klose veut faire l'Euro et vu qu'il s'est déjà imposé à l'OM, que ce sera difficile de s'imposer dans notre club, je ne pense pas qu'il partira. Je ne pense pas qu'il se partira. Et je pense peut-être qu'il y aura peut-être une remise en question de sa part. Et peut-être que ça ira mieux. Et peut-être même qu'il va prolonger. Ça sera peut-être le meilleur scénario pour moi qui se passe dans cette journée. Je vais vous donner mon meilleur scénario de toute la journée. Je finis le message et je vous donne mon scénario de toute la journée qui serait le meilleur. Alors, pour Ismaïla Sarr, son départ est également possible si une offre satisfaisante arrive sur la table. Son dossier n'est pas scellé. Enfin, l'arrivée d'un dernier renfort offensif n'est pas à exclure. Cela dépend évidemment des départs éventuels. Alors, je vous donne mon meilleur scénario. Mon meilleur scénario, c'est que Jonathan Klose prolonge à l'OM, qu'il le fasse un petit mea culpa auprès de la direction en interne. Ça ne nous concerne pas à nous. S'il nous montre sur le terrain qu'il est très bon, moi, ça me convient. S'il prolonge à l'OM, ça me convient. Et que cet été, s'il veut partir de l'OM, il soit vendu. Comme ça, on récupère plus d'argent. Voilà, imaginons, Jonathan Klose, il prolonge d'1 an. Ça serait parfait pour l'OM, 1 an ou 2. Voilà, et 2 ans si vous voulez. N'oublions pas qu'il arrive sur ses 32 ans. Donc il va prolonger 1 an ou 2. Et derrière, il sera vendu dans un autre club. 15, 20, je ne sais pas. Donnez-moi un prix pour Jonathan Klose cet été. Hein, parce que cet hiver, il lui reste qu'1 an et demi de contrat. Au-delà des 15, on va avoir du mal. Moi, je pense au-delà des 15, on va avoir du mal. Même si c'est un international bleu, il a plus que la trentaine. Je pense que 15, ça serait le max. Peut-être avec des bonus, on atteint 18, un truc comme ça. Mais au-delà de ça, ça m'étonnerait. Donc Jonathan Klose, pour le dossier Jonathan Klose, qui prolonge et qu'on le vende cet été, qu'on finisse la saison avec lui, qu'il fasse l'Euro. À la limite, s'il veut même rester à l'OM, qui prolonge de 3 ans, pas de problème, on te vend l'année prochaine, il n'y a pas de souci s'il y a un club encore. Mais moi, ça serait le meilleur choix qui prolonge. Pour Ismaïla Sarr, je vais vous dire, je pense que Gattuso, en gardant Enrique et en souhaitant, avec la Provence qui nous avait relayé, qui souhaitait pourquoi pas recruter un ailier pur, je pense qu'on va peut-être passer en 4-3-3 de temps en temps. Donc si on a Ismaïla Sarr qui peut jouer parfaitement dans ce rôle-là en ailier droit, c'est un joueur athlétique qui va très très vite. Je ne vais pas dire que c'est le meilleur ailier, mais au moins on aurait un ailier pur sur le côté droit. Sur le côté gauche, on aurait Enrique. Pour à cette position-là, c'est les meilleurs peut-être à ce poste-là. Donc je serais pas hypé, mais je serais content voilà, qu'il reste. Et que pourquoi pas, il nous ferme nos bouches à toutes et à tous, Ismaïla Sarr. Donc je lui souhaite de rester. Derrière, pour une autre arrivée, j'aurais souhaité, avant qu'il y ait les retours des joueurs qui reviennent de la CAN, un joueur créatif au milieu de terrain. Je le souhaite toujours. Voilà, un autre joueur qui serait un petit peu le concurrent d'Amin Harit. Parce que Azdin Mahi, pour l'instant, je ne sais pas si ça va y arriver au bout d'un moment, mais si ça continue dans ce domaine-là, ça n'arrivera jamais. Et au bout de la saison, au bout d'un moment, on va le vendre. C'est pas possible de le garder s'il est toujours dans ce domaine-là. Donc, je veux un autre concurrent, peut-être un jeune à en devenir. Pourquoi pas? Parce que Bilal Nadir, il est blessé pour longue durée. Voilà, j'aurais voulu, pourquoi pas, un choix comme ça, offensif, polyvalent, qui soit peut-être dans la création de jeu, peut-être pas dans l'axe, hein, peut-être même un ailier, un autre ailier. Parce qu'on va avoir à gauche Enrique, à droite Sarr, un autre ailier qui serait possiblement allé dans l'axe. Voilà, c'est mon avis. Ou un attaquant, pourquoi pas même. Voilà, un polyvalent devant. Après, derrière, bon, on a des joueurs avec le retour de Chancel qui va peut-être revenir vainqueur de la CAN, on espère. Voilà, il y aura la solution Onana pour dépanner aussi. On a beaucoup de milieux, donc c'est pas vraiment le vrai gros dossier. Sur les côtés, on a Murillo et Klose pour l'instant. À gauche, on a Ulysse Garcia et Quentin Merlin. On est vraiment armé. Voilà, donc c'est pour devant. Moi, peut-être un dernier petit rajout. Voilà, mais c'est même pas encore sûr de ce que je dis là. Allez, je vais terminer avec quoi? Avec une petite note positive. Allez, qui va nous faire plaisir, regardez bien. Feuilleton terminé, Massadio Haïdara reste au RC Lens. Le club artésien abandonne sa recherche de remplaçant. Le FC Nantes va devoir se diriger vers une autre piste. Pourquoi je vous montre ça? Ça concerne l'OM un petit peu, c'est parce que Quentin Merlin, vous vous souvenez ce que je vous avais dit? Nantes, ils l'ont lâché après minuit. Pour qu'on ne peut. Enfin, je sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais j'ai l'impression que c'était fait exprès pour qu'on le mette pas contre Monaco. Voilà, ça c'est cher au FC Nantes. Allez, mettez dans les commentaires cher au FC Nantes. Allez, on enchaîne avec quoi les amis? On va sur autre chose maintenant, c'est fini le mercato. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout parce qu'il y a la vidéo pour les maillots, que je vous explique comment ça fonctionne. Et maintenant, c'est sur l'actualité qu'on y va. Allez, on y va, let's go! Alors
Alors dans l'actualité, ça compte pour ce match de dimanche. Nous avons Amin Harit et Azdin Ounahi qui reviennent aujourd'hui. Donc Azdin et Amin Harit reviennent aujourd'hui. Ils rentrent sur Marseille aujourd'hui en fin de journée. Ils devraient reprendre l'entraînement, non pas aujourd'hui, mais demain à la commanderie. 2 jours seulement avant Lyon-OM. Et oui, demain nous sommes vendredi, le match est dimanche. Une décision sera prise sur leur participation dimanche en fonction de la séance. Selon comment ça se passe pendant cette séance, imaginons il y en a un qui se sent un petit peu fatigué, malade ou je ne sais pas quoi, on ne sait jamais, hein. Eh ben il ne sera pas là dimanche. Voilà, je pense qu'Amin Harit, vu qu'il n'a pas beaucoup joué, il a joué même pas 1 heure il me semble, avec le temps sur 2-3 matchs, il est rentré en cours de match. Je pense qu'Amin Harit voudra jouer pour montrer un petit peu sa valeur. Il voudra être revanchard. Amin Harit, je pense que le match contre Lyon, il va vouloir le faire. Azdin Ounahi, j'ai un petit doute. Je sais pas, mais il voudra peut-être y être, mais j'ai un petit doute par rapport à Amin Harit. Un tout petit doute. Après, moi, je lui souhaite de revenir en forme à Azdin Ounahi et de s'imposer et d'être aussi fort qu'avec le Maroc. Moi, je souhaite voir un Azdin Ounahi être fort à l'OM. On voit qu'il a de la qualité. C'est peut-être l'un des meilleurs joueurs techniquement dans l'effectif marseillais. Donc, j'espère un jour qu'il nous montre un petit peu l'étendue de son talent. Voilà. Que ça arrête un petit peu, qu'on arrête de le critiquer, justement, parce que finalement, il est critiquable quand il est sur le terrain. Donc, Azdin Ounahi, montre-nous, et Amin Harit, force à toi, tu vas revenir plus fort. Allez, on y va, on continue sur cette actualité et on y va tout de suite derrière avec une mauvaise nouvelle, les amis. Putain, ça continue ça. Kondogbia est très incertain pour Lyon-OM dimanche. Je vous l'avais dit, je le sens gros comme une maison qui aura un absent encore. C'est Kondogbia qui est toujours blessé, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, est-ce qu'il est vraiment blessé jusqu'à dimanche? Je ne sais pas, pour l'instant, c'est pas sûr. Selon l'équipe, il est très incertain. Le milieu olympien a une gêne musculaire et moi j'ai mis c'est pénible. Voilà, donnez-moi un qualificatif. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pénible, c'est chiant, c'est casse-bonbon, c'est tout ce que vous voulez. Vous pouvez même m'insulter, insulter qui vous voulez. Voilà, ça m'énerve, ça devient trop chiant, quoi. On recrute un joueur qui doit être une pièce maîtresse de notre effectif et il ne joue jamais. Il ne joue jamais. Allez, je continue avec un autre joueur qu'on espère qu'il nous apporte lui quelque chose. Et c'est monsieur Faris Moumbagna. Il a été présenté par l'Olympique de Marseille sur le site, sur le compte Twittos. Des belles photos, je voulais vous le montrer. Voilà, donc ce joueur-là, j'espère qu'il répondra aux attentes qu'on a auprès de lui. Et j'espère qu'il nous fermera les bouches à tous ceux qui l'ont critiqué directement par rapport à son nom. Parce qu'il s'appelle Moumbagna et pas Moumbagna. Hein, attention, hein, les insultes comme ça, c'est pas terrible. Allez, j'enchaîne avec quoi maintenant? Avec le match justement de ce dimanche. Les statistiques, je vous les remontrerai. Je vous remontrerai d'autres statistiques pour le match de dimanche quand je ferai l'avant-match, samedi ou dimanche. Et je vous montre d'autres statistiques juste après celle-là, plus importantes en général pour l'attaque marseillaise. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Restez juste après, hein. Je vous conseille de rester juste après. Alors, Lyon-Marseille, dimanche à 20h45. Merci StatOMP pour les stats, hein. Allez, je descends, ça va très très vite. 3. L'OM reste sur une série de 3 victoires consécutives face à Lyon en Ligue 1. Un fait unique en 106 confrontations en championnat. C'est unique qu'on gagne 3 fois d'affilée contre Lyon. C'est particulier quand même, hein. C'est pas beaucoup 3, tu m'aurais dit 10, d'accord. Mais 3 victoires consécutives, c'est pas beaucoup. Voilà, c'est peut-être une bête noire finalement Lyon. 1. Les Olympiens n'ont remporté qu'un seul de leurs 14 derniers déplacements à Lyon. Celui de l'année dernière, on s'en souvient, avec le but de leur camp, je m'en rappelle. 6 matchs nuls, 7 défaites. Voilà, c'était le dernier, c'était l'année dernière, on s'en souvient. Et dites-moi, tiens, allez, c'est une petite question. Moi, je le sais qui c'est qui a marqué, mais qui a marqué? Il y a eu le but contre son camp de Gusto, je crois, mais qui a marqué pour l'OM? Allez, donnez-moi le buteur. Et même le buteur du FC Lyon, si vous voulez. 2015-2016, il faut remonter à la saison 2015-2016 pour voir plus mauvais classement de l'OM à ce stade de la compétition. De l'OM ou de l'OL? De l'OM ou de l'OL? De l'OM, pardon. 16e. Jamais depuis la saison 91-92, 18e, Lyon n'avait connu classement aussi faible. 16e en championnat à ce stade de la compétition. Donc en fait, ce qui veut dire là, les deux stats qui s'enchaînent là, ça veut dire que l'OM et Lyon en même temps sont dans leur plus mauvais classement depuis un certain temps. L'OM, ça date depuis moins longtemps, parce qu'on n'est que 7e, c'est pas si loin que ça par rapport aux Lyonnais qui sont 16e. Et ben voilà, c'est un petit peu pour dire que les deux clubs ne sont pas dans leurs meilleures années. Et c'est vrai quand on regarde bien. 8. Voilà 8 rencontres consécutives dans l'élite que l'OM n'a pas
n'a plus connu la défaite, 4 victoires, 4 matchs nuls, alors que les Lyonnais viennent de perdre leurs 2 derniers matchs de championnat. C'était contre le Havre et le dernier contre Reims. Contre Rennes, pardon. Ça fait plaisir. Contre Reims aussi, ils ont dû perdre peut-être en championnat. Ils ont tellement perdu cette saison. 1 sur 2. Lyon a déjà perdu la moitié de ses matchs à domicile cette saison en championnat, soit 5 sur 10 réceptions et 2 victoires pour 3 nuls. Donc ils n'ont gagné que 2 fois en 10 matchs. 20% de victoires à domicile, c'est pas beaucoup. Et 3 nuls. Donc on va essayer de gagner. On va essayer de les prendre ces 3 points parce qu'il nous les faut si on veut faire une remontada. L'OM doit terminer dans les 4 premiers. Sinon, déjà, Gattuso dégagera. Et en plus de ça, on sera même plus en Champions League. Bon, déjà qu'on n'y est pas cette année, mais on sera même pas à faire le barrage. Et j'espère que... Pablo, si tu m'écoutes, si tu es encore là cet été, pour le barrage, j'espère que tu reviendras une semaine à l'avance cette fois. J'espère que tu auras un bon coach, que tu auras choisi ton coach, avec une belle idée de jeu, des joueurs qui resteront, ceux qui sont importants. Hein? Tu m'entends? Allez, je continue. 76,4%. L'OL a perdu 76,4% de ses matchs contre la formation du top 7 de Ligue 1 cette saison. Donc l'OM a un avantage, on est 7e. Soit 5 défaites, 1 nul et une seule victoire contre Monaco. Ils avaient gagné contre Monaco, je ne me rappelle plus. 32%, soit le taux de victoire de Lyon sous John Textor depuis l'éviction de Jean-Michel Aulas le 8 mai 2023. 52% de défaites. Bien fait pour sa gueule. 1. L'OM n'a connu qu'un seul succès loin de ses bases en championnat cette saison. C'est vrai qu'on n'a pas gagné plus d'une fois, c'est tout. Une fois à peine. Cette saison, 9 déplacements, 4 matchs nuls, 4 défaites. Une telle série à l'extérieur ne s'est plus vue depuis décembre 2020, avril 2021. 11 matchs. Et c'était 11 matchs qu'on n'avait pas gagné. Ça fait beaucoup quand même. 0. Comme le nombre de clean sheets de l'OM à l'extérieur cette... Ah ouais? Il a oublié un mot. Cette année, cette saison. Cette saison dans l'élite. Dans l'élite. Ah, il a mis 7 dans l'élite. Il a mis 2 fois dans. Tu m'écoutes, stat, tu t'es trompé. Donc 0. 0 clean sheet à l'extérieur. C'est particulier. On encaisse toujours un but à l'extérieur cette saison en Ligue 1. 19. Deuxième pire défense à domicile avec 19 buts encaissés. Lyon affronte la 5e meilleure attaque à l'extérieur, 11 buts inscrits. Donc l'OM a la 5e meilleure attaque à l'extérieur. Corner, équipe la plus efficace sur corner cette saison. Attention à cela. Attention, je vous l'avertis, quand je ferai l'avant-match, je vais préciser sur ce domaine-là. 5 buts, les Lions seront un vrai danger. Les Lyonnais seraient un vrai danger pour l'OM qui était la 3e équipe la plus perméable dans cet exercice. 4 buts subis. Oui, parce qu'on encaisse quand même pas mal de buts sur les coups de pied arrêtés. Benoît Bastien, avec Benoît Bastien au sifflet, ouais, j'en ai parlé de cette stat-là, l'OM ne gagne que 23% de ses matchs dans l'élite, alors que les Lyonnais en remportent 51,5% en 3 Lyon-OM, arbitré par Bastien. L'OM n'a jamais connu le succès, 1 nul, 2 défaites. Ça, c'est une stat qui tue. À la fin, Benoît Bastien qui va nous arbitrer ce match de dimanche. On n'a jamais gagné sur 3 matchs contre Lyon, sur les 3 matchs arbitrés par Bastien. Et regardez les stats, 23% à peine de victoire de l'OM, 51% de Lyon. C'est une stat qui tue. Allez, j'enchaîne avec des stats qui concernent l'OM de cette année. Regardez, la sous-performance de l'OM en Ligue 1 cette saison. La sous-performance, écoutez bien, avec les expected goals. C'est les chances de marquer. Donc, contre Metz, on devait gagner avec les expected goals. Ça veut dire qu'on a dominé cette rencontre. On a eu 1,72 d'expected goals, c'est-à-dire on devait marquer 2 buts environ. C'est proche des 2. Et Metz à 0,47. C'est-à-dire qu'ils devraient marquer même pas un but. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils ont marqué 2 buts et nous 2. Voilà, alors qu'eux, ils ont un expected goals 4 fois inférieur. Ensuite, nous avons Nantes, 0,58, 2,15, 1 partout. Nous avons 1,62 pour l'OM contre Toulouse et 0,74, 0,0. 0,68 contre Nice. Je vous avais dit qu'ils étaient dégueulasses contre nous. Ils avaient que 0,68 d'expected goals. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas dangereux tout le long du match. Et c'est sur un coup de pied arrêté justement qu'ils ont marqué 1-0. 0-0 contre Lille. C'était un match tout pourri celui-là, je m'en rappelle. Donc 0,69 contre 0,38. Voilà, il n'y a pas d'expected goals de chaque côté. 1,06 pour Strasbourg. 1,15 pour l'OM contre Strasbourg, 1 partout. C'était plutôt équilibré dans l'ensemble. On va dire que celui-là compte un peu moins. 1,41, 0,98 pour Strasbourg encore, 1 partout. Le retour. Ça fait des matchs nuls. On fait que des matchs contre Strasbourg. On a fait des 2-2 l'année dernière ou l'année avant, je ne sais plus combien, 2 fois d'affilée, il me semble. 2 fois d'affilée, maintenant on fait des 1-1. La prochaine fois, c'est quoi, des 0-0 contre Strasbourg? Et le 2-2, le dernier contre Monaco, avec 3,32 d'expected goals. 0,39 pour Monaco. Ils arrivent à marquer 2 buts. Voilà, parce que Monaco, ils ont été chirurgical. Ils ont un beignet d'air devant. Que voulez-vous? Ils n'ont pas Vitinha qui est plus là, quoi. Je suis désolé pour toi, Vitinha, ça tombe sur toi encore. Allez, je continue avec d'autres stats, les amis. N'hésitez pas à réagir sur toutes les stats que je vous montre. Celle d'après est importante concernant les attaquants. Regardez bien, écoutez bien ce que je dis.
Alors là, on a les 2 joueurs qui font le plus de passes presque décisives, amenant à des occasions franches. Donc on a Jordan Vertou, qui fait partie des 2 meilleurs joueurs de Ligue 1 dans ce domaine-là, avec TJ Savanier. Donc certains qui critiquent Jordan Vertou qui joue vers l'arrière, regardez, c'est pas le cas. Il a fait 8 passes qui auraient dû donner des buts. 8 passes. 8 passes, il aurait dû avoir 8 buts. Et il n'y a eu que 2 passes décisives. Donc il n'y a eu que 25% pour Jordan Vertou de buts sur ses passes décisives, pratiquement. TJ Savanier, lui, de son côté avec Montpellier, c'est 4 buts. Voilà, donc lui, c'est 50%. Vous voyez le truc, c'est 2 fois plus pour Savanier. Peut-être qu'avec les attaquants qu'il a comme Akor Adams, ça marque plus que Vitinha et Aubameyang. Et voilà ce que je voulais dire derrière. Regardez l'autre stade qui vont tomber derrière. Regardez bien. Et nous avons les attaquants qui manquent le plus d'occasions. Grosse occasion manquée en Ligue 1 cette saison. Et nous voyons que le deuxième au classement dans ce championnat, c'est pas Akor Adams qui est premier, parce qu'il en a manqué avec TJ Savanier, et c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Ce n'est pas Vitinha, parce que Vitinha, il n'est pas dans les occasions manquées. C'est Pierre-Emerick Aubameyang. 11 grosses occasions manquées, 6 buts. 11 grosses occasions manquées, 6 buts. Donc en gros, si on regarde le ratio de tête de noisette qui a 19 pour 10, ça fait pratiquement le double, on va dire 20 j'arrondis pour 10. Ça fait que Aubameyang devrait être à 11 x 2, 20, une vingtaine de buts. Il devrait marquer une vingtaine de buts s'il a le même ratio que Mbappé. C'est des grosses occasions, attention. Hein. Je ne dis pas que c'est des petites occasions de merde. C'est style l'occasion qu'il a contre Nice qui met le poteau. Ou style l'occasion qu'il a contre Nantes qui va frapper à côté du but. Ou une contre Metz. Ou une contre, je sais plus, Brest, je crois. Ou Reims. Au point de pénalty, il a un centre de Lodi. Parfait. Voilà, donc Aubameyang a beaucoup loupé. On a parlé de Vitinha, mais Aubameyang, quand on voit cette stat-là, merci à DataFoot, eh ben, il a beaucoup loupé. N'hésitez pas à réagir sur ce domaine-là, sur ces stats. C'est très important de regarder les stats de temps en temps. Allez, on finit avec la stat et on continue les amis, ça va être une grosse vidéo aujourd'hui finalement. Donc W9 qui s'offre les droits TV du OM Shakhtar Donetsk, le 16e de finale d'Europa League. On le vivra ensemble, c'est le match retour. D'ailleurs ce 22, c'est le 22, le 22 février, il y aura le tirage au sort pour le maillot sur Twitch et YouTube les amis, et YouTube, vous inquiétez pas, je ferai le tirage au sort pour gagner le maillot. Peut-être celui-là, peut-être un autre. Voilà, donc le maillot que vous gagnerez. Pour participer, il faut être abonné à la chaîne YouTube. Donc ceux qui sont abonnés gratuitement, malheureusement, vous ne participez pas. Ça fait trop de monde, on est 14 000. Mais ceux qui payent, qui souscrivent, voilà, qui me soutiennent, eh ben, vous avez la place pour gagner un maillot. Et pareil pour Twitch. Et ceux qui gagnent, bien sûr, au jeu que je propose de temps en temps. Voilà, donc pour le match, il est programmé, donc 20h, il n'y a pas marqué l'horaire, mais c'est 20h45, un truc comme ça, je ne sais pas, en tout cas, on s'en fout. Pour l'instant, pour l'horaire, on en est encore très loin, dans 3 semaines exactement, jour pour jour. Allez, un joueur qui va revenir, c'est Aylan Benyaya Tani, 18 ans, un attaquant, on s'en souvient, il était du côté de l'OM, et ben il nous revient à l'OM. Son prêt à Empoli en U19 a été un échec total. Seulement 171 minutes pour une passe décisive, son contrat avec l'OM se termine en juin cette année. Donc là, c'est un jeune vraiment très très jeune. Je ne pense pas que Longoria il s'est intéressé à lui vu qu'il a lâché du côté d'Empoli. À mon avis, il va finir son contrat, il va partir où il voudra. Je lui souhaite bonne chance à Aylan Benyaya Tani. Et pourquoi pas, on ne sait jamais, hein, si Longoria le prolonge. Et on ne sait jamais, 18 ans, c'est encore jeune. Il pourrait éclore d'un coup comme ça, en le prêtant en national ou un petit club comme ça, pourquoi pas. Et il reviendrait plus fort. Voilà, même de national, attention, hein, les joueurs peuvent revenir très très fort, on ne sait jamais. Allez, je te souhaite bon courage pour ta carrière, mon petit. Allez, je continue. Cette fois, ça ne concerne pas l'Olympique de Marseille, ça concerne la H-Cup Marseille. Alors, la H-Cup, c'est les tournois de quartier, donc de la ville de Marseille. Il y a l'ouverture de la billetterie pour ceux qui habitent sur Marseille. Vous avez l'ouverture de la billetterie. Normalement, c'est gratuit pour y assister gratuitement le 30 juin 2024 au final de la H-Cup Marseille. Une inscription sur le site Orange Vélodrome. Vous allez sur le site Orange Vélodrome et vous pouvez vous inscrire. Alors je vous montre, vous allez au compte Twittos, je peux l'ouvrir carrément. Voilà, vous avez le lien ici, hop, tchac tchac tchac, il vous explique la H-Cup est de retour dans l'antre de l'Orange Vélodrome. Les finales seniors, juniors et féminines se joueront au stade Vélodrome le 30 juin prochain. Rendez-vous sur le site de l'Orange Vélodrome pour vous tenir informé. Voilà, vous avez compris? Alors maintenant, je vais vous parler des maillots. Allez, on y va. Voilà, on y va sur le site. Alors, on y va sur le maillot que vous voulez. On prend celui du domicile. Voilà, on y va. Let's go. J'ouvre la page. Ça s'ouvre, ça charge. Allez, ouvre-toi, mon petit.
Voilà, on y va. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, la commande. Voilà, donc on met sa taille ici. Vous ne le voyez pas, mais je mets une taille L. Vous mettez les patchs si vous voulez, mais moi, j'en mets pas, c'est pas grave. J'ajoute au panier, donc il y aura un maillot. Voilà, normalement, il sera. Voilà, je continue sur commander. Je vais commander. Vous pouvez commander et à partir de 79 €, vous avez la livraison qui est gratuite. Vous avez 3 livraisons, 3 modes d'expédition, méthodes d'expédition différentes, donc 10 €, non 9,90 pour 15 à 25 jours, donc environ 3 semaines pour recevoir votre commande. Vous avez celle à 15 € et vous le recevez en 2 semaines environ. Et celle pour une semaine environ 10 jours, c'est 18 €. Moi, je vous conseille, mettez 9,90. Ne soyez pas pressés. Vous avez votre maillot à 26 € plus les 10 €, donc ça fait 36. Mais si vous mettez le code SHF, alors je vais le chercher, il est où le code de réduction, avec majuscule bien sûr, SHF, vous soumettez, ok, et le prix va baisser normalement. Voilà, il passe à 33 €. Cela dit, vous rajoutez des maillots, rajoutez des maillots, votre commande, la livraison sera enlevée. Voilà, donc je vous remontre vite fait les maillots, comment ils sont, plus ou moins. Voilà, ils sont comme ça. Franchement, qualité textile, j'en ai depuis 1 an à peu près. Eh ben, c'est de la bonne qualité textile. Ça tient. Le textile, ça tient. C'est les flocages qui posent problème. Que ce soit sur ce site-là, Air de Foot, ou alors maillogo.com, ne floquez jamais sur les sites les maillots pas chers à 25, 30 €, je ne sais pas combien. Mais en tout cas, ne floquez jamais vos maillots. Si vous voulez le garder, floquez le maillot, vous l'encadrez à la limite, il n'y a pas de problème, ça tiendra largement. Voilà, mais pour vous, pour le laver de temps en temps, ça va tenir quelques lavages et ça va s'enlever au fur et à mesure du temps. Voilà, vous confirmez votre commande et puis emballer, c'est pesé. Allez, maintenant, je clôture la vidéo et je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée, la dernière journée de Mercato. Il pourrait se passer des choses, je ne serai pas là, je vais me reposer parce que je retravaille ce soir malheureusement. Je vous tiendrai au courant sur l'onglet communauté de la chaîne s'il y a une officialisation de quelque chose. Pour Vitinha, ça devrait tomber dans la journée, dans la matinée peut-être. Peut-être que je vous l'enverrai dans l'après-midi, c'est pas grave. Et pour d'autres joueurs, je vous l'enverrai aussi dans la fin de l'après-midi quand je me réveillerai tranquillement pour aller au travail. Voilà, si je réponds pas à certains dans la journée, c'est que je dois me reposer parce que je travaille la nuit, c'est différent pour moi par rapport à d'autres. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Vive le foot chez Savage Foot. On se retrouve demain matin pour faire un topo de toute cette journée de Mercato, la dernière. Et on parlera de l'actualité. On se dirigera tout doucement sur l'Olympico, les amis. Vive le foot chez Savage Foot encore une fois. Et surtout, allez l'OM!